Bonjour, bienvenue sur les ondes positives, le podcast des Brainwaves. Notre émission aujourd'hui était consacrée à une artiste qui nous est chère, à notre cœur, avec laquelle nous partageons beaucoup de choses et qui a de nombreuses cordes à son arc. Bonjour Emmanuel Hutin, est-ce que vous pouvez vous présenter? Avec plaisir, merci pour cette invitation. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'univers du luxe et il y a quelques années, j'en suis partie, notamment pour écrire un premier livre qui s'appelle La Grenade, qui est un récit personnel qui parle beaucoup de mon fils et je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, l'écriture est une grosse partie de ma vie et je suis également professeure de yoga au profit de la Fondation des femmes, donc dans un cadre exclusivement caritatif. Et par ailleurs, j'ai gardé une activité dans l'univers de la mode et de la joaillerie en accompagnant les marques sur de la direction artistique et du positionnement stratégique. Donc hyper investi dans l'art en général. Oui, très sensible à l'art et à la fois comme une Enfin, c'est quelque chose, je pense, qui m'a toujours intéressée, que j'avais un peu mis de côté avec un début de carrière et des études plus business, mais qui, à un moment où la vie a été un peu plus dure, finalement, même en ayant peu de temps, est apparue comme une forme d'échappatoire. Ouais. Et aussi votre côté aussi investissement caritatif avec la Fondation des femmes, qui vous tient à cœur aussi, Ouais, tout à fait. avec le yoga. J'ai vu ça un petit peu à droite à gauche et c'est un moment important parce que c'est des femmes qui sont dans la souffrance et que vous aidez en fait par le Alors, en yoga. fait, c'est pas forcément des femmes qui bénéficient du soutien de la Fondation des femmes. En fait, moi, c'est le fait que mes élèves euh, paye, pour être tout à fait concrète, paye directement le cours à la Fondation des femmes. D'accord, Donc en fait, moi, c'est vraiment au profit, mais j'interviens pas dans le cadre de la Fondation des d'accord, femmes. ok. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est important pour moi, c'est que le yoga ne soit pas qu'un outil de développement personnel, mais que ce soit aussi un moyen, en fait, de créer de la conscience et de la solidarité, et que ce soit pas juste pour être plus performant et moins stressé, et voilà, qu'on puisse aussi, à travers la pratique corporelle, en fait, se reconnecter à des choses qui nous rassemblent. Se sentir bien avec soi-même. Ouais. Donc pour revenir à La Grenade, votre premier livre, c'est un livre intime. Comment vous est venue l'envie de partager votre parcours de femme et de mère dans ce chemin en fait avec votre fils? En fait, c'est venu par un besoin d'écriture. C'est vrai que toutes les années les plus dures avec la maladie de mon fils Solal, moi, c'est des années où je racontais très peu. Donc, il y avait les gens au bureau qui voyaient bien le rythme qu'il y avait au bureau. Il y avait un peu les proches qui voyaient bien ce qui se passait à la maison. Donc, en fait, tout le monde avait des visions un peu fragmentées de ma vie et je racontais assez peu parce que je trouvais déjà le quotidien suffisamment dur. Pesant. J'avais pas forcément envie de le revivre en le re-racontant, mais j'avais moi besoin en fait de passer par l'écrit pour pouvoir comprendre ce qui s'était passé, comprendre mes réactions, et c'était un moment de réappropriation en quelque sorte de ce qu'on avait vécu. Enfin, à l'échelle individuelle et aussi au niveau de la famille, parce que c'est vrai que moi j'ai quitté mon travail de salarié au moment où j'ai compris, enfin via un diagnostic médical, que en fait la maladie de Solal, donc l'épilepsie, ne repartirait pas comme elle était arrivée. Ce C'est qui ça. peut paraître hyper naïf en fait de dire ça, mais pendant des années, elle était arrivée de manière tellement abrupte comme ça que je me suis dit aussi bien elle va repartir. C'est le cas en fait de tous les parents qui ont des enfants qui découvrent l'épilepsie, quel que soit l'âge, hein, que ce soit dans les premiers mois ou à l'adolescence. C'est souvent on se dit ça va repartir autant que c'est Ouais, arrivé, mais en fait non. Malheureusement, c'est une maladie qui a tendance à s'installer ouais. dans nombre de cas. Et l'accompagnement, les gens qui ne connaissent pas cette maladie, c'est difficile de le comprendre en fait. Oui, oui, bah effectivement, elle s'est bien installée. Et nous, c'est le moment où on a eu alors un diagnostic qui était pas du tout précis sur le type de l'épilepsie, mais en tout cas un diagnostic qui nous a parlé de neurodégénérescence. Et donc, j'ai compris, mais vraiment assez tardivement, mais j'ai compris que c'était le moment où on allait vivre avec cette maladie, vivre avec voilà, avec ce quotidien. Et donc, l'écriture était pour moi un moment de se réapproprier tout ça et de se dire, bah voilà, c'est notre nouvelle vie et voilà tout ce qu'on va pouvoir faire autour de ça. Alors que il y avait eu, voilà, toutes ces années, un peu ces 5 6 ans avant, on avait l'impression d'aller droit dans le mur. Alors que là, c'était le moment où, en fait, on reprenait en quelque sorte le guidon, quoi. Ouais, c'est ça.
Il y avait quelque chose comme ça. Et l'écriture a été voilà, cette démarche très thérapeutique. Et comme voilà, je venais de quitter mon emploi, j'avais pas tellement de projets de reconversion et je me suis juste dit, écoute, tu fais ce dont tu as envie, mais si tu le fais à fond. Oui, c'est Donc ça. si tu écris, tu fais un livre. Et donc voilà. Et après, j'ai été Qui est là. hyper bien accompagnée parce qu'effectivement, c'est devenu un livre, ce qui n'est pas si évident que ça. Et il y a eu voilà beaucoup de belles choses autour de la Grenade. Et en fait, je dois vous témoigner un point important, c'est que dans mon parcours associatif, bon, j'ai côtoyé effectivement beaucoup de parents qui avaient des enfants touchés par l'épilepsie, mais aussi des parents qui ont perdu leur enfant. Et tous m'ont parlé de votre livre. Euh, Ils ont, je dirais pas que c'est devenu un emblème, mais c'est un livre qui les touche beaucoup. Et la question, est-ce que vous avez conscience que vous avez eu un impact sur ces mamans-là, en fait? Alors, j'avoue que sur les papas, j'ai pas eu d'écho, mais beaucoup de mamans. Et est-ce que vous avez conscience que ça a pu apporter quelque chose ou ça peut impacter quelque chose dans leur vie? Alors, moi, j'ai eu plus conscience de ce que ça a pu apporter à des gens qui ne sont pas touchés par la maladie. D'accord. Euh, et ça, c'était important pour moi parce qu'il y a quand même, à travers la Grenade, j'avais aussi envie d'adresser tout ce rapport à la norme, en fait. Et Ouais. c'est-à-dire qu'il y a évidemment la souffrance de la maladie aussi, mais il y a la souffrance du regard des autres, il y a la souffrance de la société par rapport à la maladie, par rapport au handicap et tout. Et donc, en fait, moi, j'étais hyper heureuse qu'à travers la Grenade, il y ait aussi des gens qui soient pas du tout concernés par la maladie et la maladie d'un enfant ou le handicap et qui puissent aussi se plonger et vivre ce qu'on avait vécu. Après, j'avais été contactée en fait au moment de la sortie par pas mal de parents, Ouais. notamment via Instagram, qui avaient des enfants, enfin qui ont des enfants épileptiques et qui me demandaient ah bah super, est-ce que vous me conseillez de le lire? Sachant que donc moi dans l'histoire de la Grenade, c'est pas un livre sur le deuil, mais il se trouve que en fait Ça en fait au partie. moment de la réécriture, bah voilà, mon fils était entre-temps décédé, Mhm. donc je finis quand même effectivement sur sa mort. Et donc moi je me suis retrouvée dans une situation très délicate avec des parents qui étaient contents en fait, je pense Ouais. d'avoir un témoignage et parce que ça permet aussi sans doute à leur entourage de comprendre ce qu'est l'épilepsie. Ouais. C'est ça. Et en même temps, moi, ma difficulté à dire, bah, je sais pas si c'est une bonne idée de le lire parce qu'on n'est pas sur une happy end en quelque sorte. Donc je sais pas très bien moi comment gérer tout ça. J'ai eu des très beaux témoignages, mais je me rends pas bien compte. Je me rends pas bien compte. Je sais pas. Globalement, moi j'ai beaucoup de mamans qui se sont senties comprises et Mm. en se disant à plein de gens justement qui connaissaient pas l'épilepsie, mais lisez ce livre, vous allez comprendre notre quotidien en fait de parents et aussi de femmes par rapport à la situation, parce qu'il y a aussi cet aspect-là dans le livre. Il n'y a pas que le parcours avec Solal, c'est aussi votre parcours de mère et de femme. Moi, je sais que c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à terminer, mais pour des raisons personnelles, on le sait, mais c'était compliqué. Mais d'autres parents, bon, ben voilà, c'était vraiment une image importante et ça a vraiment un impact. Bah, j'en suis très heureuse. Moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire Mais- avec ce ouais. livre, quoi. Donc, merci de partager ça. Et je vais revenir à l'épilepsie et à Solal. Et comment vous avez découvert l'épilepsie de Solal? Comment le chemin du parcours s'est positionné? Puisqu'on sait que le chemin est compliqué Mm. aujourd'hui, même il tend à s'améliorer. Mais comment ça s'est passé en fait sans être Solal, trop intrusif? il a fait ses premières crises vers 7 8 ans à peu près, qui étaient des crises pendant son sommeil. D'accord. Donc en fait, la pédiatre à qui on en a parlé, enfin qui était sa pédiatre, nous a envoyé assez vite, il me semble, à Sainte-Anne faire un EEG, enfin voilà, un électroencéphalogramme. Et comme c'était très ponctuel, voilà, il y avait de temps en temps des crises, les 3 mois, 6 mois. Enfin, il y a une première année où en gros, il se passait pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment eu de prise en C'est charge. souvent le cas, ouais. Ouais. Et puis après, en fait, ça a quand même, ça s'est accéléré assez vite. Là, on a été pris en charge en fait à l'hôpital Necker avec le professeur Nabou. Mhm. Et
On est resté exclusivement en fait dans ce cadre-là. En fait, ce qui était très compliqué, c'est qu'il n'y avait pas de diagnostic en fait sur l'épilepsie de Solal, donc on ne savait pas effectivement à quoi la rattacher. Elle est devenue très vite hyper forte. Alors la chance qu'on avait entre guillemets, c'était que c'était principalement des crises nocturnes. D'accord? Mais assez vite, il pouvait faire des crises tonico-cloniques. Je crois que Oui, c'est ça. ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Clinique, ces oui. mots-là, mais voilà, des crises généralisées. Voilà, ça pouvait être une trentaine par nuit, Ah avec ouais. certaines rapprochées de quelques minutes, certaines crises. Donc on est vite rentré là-dedans, avec du coup une espèce d'inconnu total sur comment gérer. Enfin, il semblait être pharmacorésistant, donc on a testé un certain nombre de molécules. Nous, ça nous faisait très peur avec son père, et donc on avait très peur de multiplier les Ouais. molécules. Mais donc en fait, on savait pas très bien quoi faire. Alors, parce qu'en fait, sur globalement, sur l'accumulation des molécules, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que les médecins vont mettre plusieurs molécules parce que c'est pour éviter d'arriver à saturation du médicament par l'absorption du corps, dans le D'accord. cas. Et c'est le fait d'avoir plusieurs molécules permet de travailler sur les zones épileptiques. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas dans les épilepsies lourdes, où les personnes se retrouvent avec 2, 3, 4 Mhm. médicaments, parce que la zone d'absorption du traitement, ben, on est à la limite où on ne veut pas franchir cette limite. Ouais, Les d'accord. conséquences, et c'est pas souvent expliqué, mais c'est souvent le cas. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je sais que dans toute cette période-là, j'avais l'impression d'être dans un... C'est-à-dire que tout le monde me disait, mais je connais un tel en Belgique, j'ai entendu parler d'un médecin à New York, nanana et tout, avec l'envie en fait de se dire, bah, il faudrait peut-être que j'ai un autre avis, que Je j'aille. crois qu'on est Mais tous en passés fait, par ce circuit-là, oui. ouais, mais en fait, moi, je trouvais que chaque rendez-vous était quand même hyper compliqué pour Sola la vie. Il fallait refaire et donc, du coup, c'est vrai que moi, ça a été un peu un des moments de solitude avec son père. On savait pas quoi faire, quoi. On Ouais. savait pas si effectivement il fallait faire d'autres diagnostics en parallèle. Si on a essayé beaucoup de paramédical. Ouais. Comme beaucoup, Voilà, oui. on a à peu près tout essayé, du plus rationnel au moins rationnel. Ouais, Bon, ouais. évidemment, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est vrai que sur la partie médicale, ouais, ça reste. Et encore aujourd'hui, moi, quand j'ai des parents qui me demandent des conseils, donc en général, je vous les renvoie, mais parce que moi, je sais vraiment pas très bien quoi conseiller dans le rapport au médecin et dans l'approche vraiment thérapeutique, quoi. Enfin, Alors, pour se remettre dans le contexte, hein, c'était entre 2015 et 2020. Sur ces périodes-là, c'était encore un peu compliqué. Là, les choses s'améliorent depuis quelques années. Je pense qu'on a un système qui est en train d'évoluer et qui devrait aller d'accord. dans le bon sens aujourd'hui, dans l'accompagnement des familles, même si c'est compliqué. Ça reste compliqué dans tous les cas. Donc voilà, donc le parcours de soins un peu à l'image de ce que les gens vivent en fait au quotidien en épilepsie, et c'est ça qui est vraiment compliqué. Dans la grenade, alors déjà le titre, je pense que par rapport à l'épilepsie, Ouais. il est bien trouvé. C'est pas. Bah, en fait, c'est vrai que c'est un titre qui est venu hyper spontanément, mais qui a plein de liens. Évidemment, il y a ce parallèle entre bah, le côté explosif de l'épilepsie et la grenade. Il y a le fait aussi que le fruit, ça ressemble presque un peu à un cerveau. Enfin, l'arme, pardon, Oui, ressemble à un cerveau aussi. Donc, c'est vrai qu'il est il y a assez... vraiment, il y a des similitudes. Ouais, voilà. Et il y a aussi le fruit qui est bah, hyper beau à l'extérieur, mais quand on l'ouvre, on a l'impression de découvrir un trésor avec tous ces C'est grains-là. ça. Et dans la mythologie, en fait, ce que j'ai appris après coup, parce que tout ça, toutes ces justifications sont venues après coup, en fait, la grenade, c'est le symbole de la Renaissance. Et donc, je trouve ça assez merveilleux de voir à quel point, en fait, l'inconscient, voilà, capte un peu tous ces sens-là. Et donc, le titre était assez évident, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, non, mais le titre était très bien trouvé. Sans spoiler le livre, dans le livre, vous parlez de votre fils Solal qui peignait beaucoup. Et vous parlez à la fin d'une exposition que vous avez réalisée, pu construire autour de ces réalisations, qui a été plutôt destinée à des proches, des familles ou des connaissances. Et la question, c'est est-ce que cette exposition sera à nouveau disponible à un public plus large à un moment donné, ou qu'est-ce qu'il existe autour de ces peintures de Solal?
J'espère effectivement qu'on aura l'opportunité de faire une autre exposition. Là, c'était juste une journée et c'était déjà merveilleux en fait de voir le regard des gens sur les peintures De de cela. Solal. C'est-à-dire qu'entre le moment où on leur dit ben, on vous invite à l'exposition des peintures de notre fils où ils s'imaginent voir des dessins d'enfants et là tout d'un coup ils arrivent avec des grands formats, avec des explosions de couleurs où en fait tout d'un coup, enfin voilà, il se passe vraiment, il y a vraiment une émotion C'est ça, artistique, voilà. esthétique, donc c'était pour nous hyper impressionnant de voir ça. Du coup, l'année d'après, on a voulu en faire un livre, voilà, qui reprend en fait toutes les toiles de Solal qui ont été avec un petit peu de texte, un petit peu de photos aussi pour donner le contexte dans lequel il peignait, parce que la peinture était très très importante Ouais. dans sa vie. Nous, on avait l'impression qu'il rentrait en fait comme dans une sorte de méditation presque, alors que lui qui était hyper gourmand et hyper attaché au repas et qui était toujours très faim, il était capable de sauter des repas s'il avait commencé à peindre. Il était Et capté par ah ouais, il sa- était complètement dedans et il ne s'arrêtait jamais, enfin il s'arrêtait pas tant que la toile n'était pas remplie. Et il se sentait, j'imagine, plus apaisé pendant ce moment-là. Bah, en tout cas, il n'y avait que ça, quoi. Il n'y avait vraiment que le pinceau, la couleur, le mouvement. Souvent, il peignait par terre. Il était complètement absorbé, quoi. Complètement. Il n'a jamais fait de crise pendant qu'il peignait, par exemple. Il était bien, quoi. Il était bien. Donc c'est en totale adéquation avec le concept de Brainwave où la question qu'on se pose, c'est un, épilepsie, comment conjuguer les choses et on se rend compte que là pour la peinture, on s'en est rendu compte aussi dans d'autres émissions sur la musique, que ça a un impact sur le quotidien des patients et c'est quelque chose qui apaise en fait, donc la conjugaison serait là peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que c'est venu de lui. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons cherché à lui faire faire un peu à lui faire travailler la Ouais. dextérité manuelle ou à l'occuper tout simplement. En fait, c'est vraiment venu de lui. Comme s'il y avait aussi peut-être une espèce d'intuition en lui de ce qui lui ferait du bien. Ben Et il y a ce rapport. Alors lui, il faisait des tableaux avec beaucoup, beaucoup de matière. oui, ouais, On était, voilà, c'est vraiment, il balançait de la gouache sur l'étoile. Donc il y avait ce rapport aussi à la à matière. la matière, à l'abondance, à la couleur. C'était toujours très coloré et sa sœur qui avait 11 ans à l'époque où on a fait le livre a écrit un joli texte en fait Mhm. où elle se demande quel était ce que Solal ressentait en fonction des couleurs. Et Donc ouais, il doit y il y a avoir, il doit aussi y ce avoir quelque chose, rapport, ouais. voilà, il y a le rapport au geste, il y a le rapport à la couleur, à la Et à vibration la de la matière. couleur en elle-même. Peut-être qu'il voyait pas aussi mais les mêmes couleurs que nous. On s'est demandé aussi à certains moments. Ouais. Enfin, c'est très intriguant. Et c'est vrai que nous, ça a été une source d'émerveillement de le voir et puis aussi d'essayer de rentrer dans son langage, en fait. C'est-à-dire en fonction des toiles, quand il faisait des toiles très rouges avec un peu de rose, qu'est-ce que ça voulait Oui, dire? c'est ça, Est-ce voilà. qu'il était vraiment très en colère ce jour-là? Ouais. Ou est-ce que rien à voir, il se sentait peut-être amoureux de quelqu'un, je sais pas. Enfin, c'était essayer de comprendre aussi ce que ça voulait dire, Puis il y quoi. avait peut-être aussi le côté parent de voir que son fils se sentait peut-être plus apaisé à ce moment-là, malgré l'épilepsie qui l'impactait au niveau nocturne, malgré la fatigue, c'est-à-dire qu'il était quand même imprégné dans ce qui le passionnait à ce moment-là, en Ouais, fait. ça c'est hyper intéressant comme point, c'est qu'effectivement, malgré la fatigue, il revenait à la peinture. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est là où effectivement on se rendait compte à quel point c'était une source de bien-être pour lui, parce que, alors, sauf vraiment dans des cas extrêmes de fatigue, mais globalement, il revenait toujours à la peinture et il y avait assez peu de moments où il peignait pas. Et on se rend compte, hein, parce que Solal a été à l'association des tout-petits, ils font beaucoup d'ateliers, on les salue, hein. Il y a ils ont un établissement dans le 20e, un autre établissement dans le 91, en Essonne, et ils font beaucoup d'ateliers autour de l'art-thérapie, en fait, de l'art plastique. Et on se rend compte que c'est quelque chose où ces enfants qui ont un handicap lourd, parce que l'épilepsie, souvent, les gens ont tendance à pas comprendre que c'est un handicap, mais ça handicape le quotidien. Et on se rend compte que ben, le dessin, l'expression artistique, elle permet aussi aux enfants, aux adultes de se sentir exister, de pouvoir communiquer d'une Ouais. manière différente. Ouais. Et c'est ça qui est important à savoir comment on peut le recevoir. Et ça, c'est très intéressant.
Et c'est vrai que cet aspect communication, il est important parce que Sola, lui, il en faisait. Donc, il avait vraiment beaucoup perdu le langage, en fait, par rapport voilà, à ses capacités à 8 ans, qui étaient les capacités d'un enfant, voilà, classique, entre guillemets. J'utilise pas Ah normal, oui. classique. Il avait beaucoup perdu le langage. Donc, c'était quand même un éloignement par rapport aux autres. Et en fait, les toiles, de temps en temps, il les offrait, mais sinon, il les vendait. D'accord, Et donc, en fait, il y avait c'est trop. voilà, c'était quand même un geste vers l'autre, alors que lui, qui était quand même très renfermé dans sa maladie, la toile finie, je veux dire, on se baladait avec des toiles quand on allait chez mes parents, quand il allait chez ses autres grands-parents. Et en fait, c'était un moment où il allait plutôt vendre, mais globalement, voilà, il y avait un geste vers l'autre. En tout cas, la toile était pour quelqu'un, quoi. Ce qui est original dans ce que vous dites, enfin, c'est original, non, mais ce qui existe ce que j'ai constaté plutôt, ce que j'ai constaté dans beaucoup de syndromes lourds en épilepsie, où la verbalisation commence à être compliquée chez les enfants, c'est dès qu'on passe dans l'art, ils arrivent à verbaliser autrement. Et c'est cette lecture-là qu'on n'arrive pas à connaître, en fait. On n'arrive pas à comprendre, et c'est ça qui est intéressant à, Ouais. à creuser, en fait. Et donc, bon, voilà. Donc, l'art et l'épilepsie, il y a des liens très forts. Donc, moi, je vous conseille La Grenade. Voilà, j'étais à deux doigts de vous lire un extrait, mais je pense qu'il faut le découvrir. Prenez le temps de le lire, allez jusqu'au bout. C'est un super livre. Voilà. Merci beaucoup. Le second livre que vous avez écrit, Emmanuel, c'est Les Francs-Tireuses, que vous avez sorti à l'automne dernier, qui est l'histoire de Claude Quin et Suzanne Malherbe, qui étaient exilés à Jersey, un petit peu avant l'occupation et pendant l'occupation. Et Claude Quin, je vais vous laisser la présenter, mais c'est une artiste de notre temps aujourd'hui, qui est encore plus d'actualité aujourd'hui. Je trouve que, il y a 100 ans, en fait, Bah, c'est vraiment une artiste de l'avant-garde. Alors, c'est un couple d'artistes, hein. Claude Quin et Suzanne Malherbe ont beaucoup créé ensemble. mhm, Elles étaient très proches du mouvement surréaliste et incarnaient complètement dans leur création aussi cet esprit surréaliste. Claude Quin, c'est vraiment une artiste qui est à la marge, qui a été en quelque sorte, qui est considérée en fait comme une pionnière de tout ce qui est la représentation de soi, où effectivement elle est connue pour tous ses autoportraits où elle se met en scène en jeune garçon, en femme fatale, en moine, en fée, en vieil homme. Enfin voilà, c'est toute cette exploration de son ça identité. résonne beaucoup dans l'actualité. Enfin, dans la jeunesse d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui résonne beaucoup, en fait, cette façon d'exister, avec un peu de transformisme, un peu de travesti, dans un sens ou d'un autre, mais pour exprimer quelque chose. Et c'est vraiment, enfin, je trouve qu'elle est très moderne. Oui, je pense qu'elle le sera toujours parce qu'elle est tellement éprise de liberté et avec effectivement ce souci permanent de se libérer de sa classe sociale, de son genre, de la religion, de la patrie, enfin voilà, de tout ce qui peut nous enfermer dans des cases. Et en fait, elle va tellement loin dans cette liberté que je pense que ce sera toujours en quelque sorte un écho avec ce qu'on vit. Et dans ce livre, au début, je vous l'avoue, hein, j'ai lu, j'ai dit, mais des petits papiers pour essayer de perturber le milieu allemand. euh, à quel moment ça va être passionnant? Mais en fait, au bout d'un moment, au moment où elle jette des papiers à droite, à gauche, devant des soldats ou des choses comme ça, on est happé dans le livre, on se dit, mais ils vont se faire attraper, c'est pas possible. Et comme je ne connaissais pas l'histoire complète, il y a un suspense, et je vous dis rien, je spoil rien sur le fait que si elles seront arrêtées ou pas arrêtées, etc. Mais il y a des scènes qui sont cocasses, et pour expliquer un petit peu l'histoire, avec du papier à cigarette ou des petits bouts de papier où elle mettait des messages, essayer de mettre des messages en allemand pour essayer de déprimer l'occupant. Et c'est vraiment, il y a des scènes très cocasses et très, enfin, Et c'est une histoire vraie. en C'est plus c'est c'est une- une c'est- histoire vraie. c'est sous la forme d'un roman, donc avec ce côté romanesque, mais c'est une histoire vraie parce que même si elles ont été condamnées à mort, et ça je le dis dès la première page, donc il y a pas de surprise, Mhm. elles ont survécu, elles ont raconté. Et donc, et en fait, c'est vrai que moi quand j'ai découvert leur histoire, j'ai trouvé, enfin, que c'était tellement incroyable comme épisode Ouais. en fait de l'histoire, comme épisode de la résistance.
qui est complètement unique en fait dans l'histoire de la résistance en France, c'est-à-dire que personne n'a résisté à leur façon. Et il se trouve qu'en fait, leur résistance a duré tellement longtemps que les faits leur ont donné raison. Et là, on dit rien parce qu'effectivement, ça se passe à la fin du livre. Mais c'est vrai que moi, Claude Quin, elle est citée en exergue d'un Ouais, c'est chapitre de ça. La Grenade. Et en fait, moi, peut-être ce qui fait le lien entre les deux livres, c'est ce rapport à la liberté et à l'amour, en fait. Mhm. Et c'est vrai que moi, la maladie de mon fils a été une manière aussi de faire voler pas mal de cases dans lesquelles je m'étais enfermée toute ma... L'émancipation. Ouais, et en fait, Claude Quin, elle incarne ça effectivement au moment de la résistance, qui est le moment des francs-tireuses, au moment de la guerre, avec une dimension très politique, parce que c'est le moment de la Ouais. guerre, mais qui est de toute façon le prolongement de toute sa vie, quoi. Et moi, je crois que c'est ça qui me passionne, en fait, c'est comment on peut devenir plus grand que soi et plus libre, et comment le contexte, même le plus difficile, peut aussi permettre, en fait, Et il y a aussi un d'accéder à ça. côté, entre guillemets, dérisoire ou artistique Mm. dans la façon dont elle cherche à perturber en fait les soldats allemands. Plein de fois, on se dit, on est à se dire, c'est absurde, mais au final, on se spoil pas. Ouais. Voilà, Ah bah, c'est deux artistes, donc il y a un côté quand même assez loufoque et poétique aussi voilà, c'est ça. dans leur... C'est un peu une romance, mais on est happé et on se dit, il faut y aller, mais je veux la suite, je veux la suite. Moi, je l'ai lu en même pas 2 jours, donc je peux le dire. Autant La Grenade, j'ai eu plus de mal, Ouais. mais pour des raisons personnelles, ça a été plus compliqué. Mais là, celui-là, je l'ai lu en 2 jours, mais je l'ai dévoré en fait. Ah, génial. Euh, et pour revenir à Claude Cahun, euh, est-ce que pour les personnes qui seraient dans les auditeurs, qui seraient intéressées pour voir les réalisations de Claude Cahun et de Suzanne Malherbe, où est-ce qu'aujourd'hui elles peuvent aller voir des œuvres, comment elles peuvent faire cette démarche pour aller constater Euh, oui, alors il y a assez peu de tirages en fait des photographies, des autoportraits de Claude Quin parce qu'elle-même n'a rien fait pour sa postérité et donc en fait il y a vraiment que peu de tirages. Il y en a dans les collections permanentes de Pompidou. Mhm, Il y en a au Musée des Beaux-Arts de Nantes aussi. Et donc, d'accord, typiquement, au Musée des Beaux-Arts, vous pouvez demander à voir les photos de Claude Quin, puisqu'en fait, c'est un patrimoine d'accord. public national. Donc, en fait, chacun a le droit d'avoir accès à ce patrimoine, enfin, en tout cas, de le regarder, hein, pas de repartir avec. Donc, après, il y a aussi des livres qu'on retrouve plutôt d'occasion. Il y avait une grande expo au Jeu de Paume en 2011. Donc, il y a le Ouais. catalogue de l'expo qui, quand même, rassemble beaucoup de tirages. Et il y a aussi des plus petits formats de livres dans la série. Je ne sais plus quelle maison d'édition fait ça, mais en fait, c'est sur les femmes photographes, ou c'est sur les photographes de manière générale. Et il y a pas mal de photos de Claude. Donc, D'accord. moi, je conseillerais plus les livres, après voir ou sinon, il faut guetter en ce moment. C'est dans une expo au Mucem à Marseille. Il y a Ouais. quelques portraits de Claude. Ah oui, Ouais, dans l'exposition à nos Photo amis du marseillais, cirque. Voilà. profitez-en. Mais donc voilà, après, il faut un peu guetter, mais sinon, les livres sont assez extraordinaires pour découvrir les visuels enfin, ouais, qui sont quand même absolument incroyables, parce que c'est vrai que cette photo-là, qui Cette est couverture, ultra contemporaine, c'est ouais. 1928 quand même. Oui, c'est ça. C'est quand on voit la photo, on se dit c'est une Donc, photo qui a été faite récemment. Ben non, en fait, et elle exprime beaucoup de choses, cette photo. ouais. Enfin, vous la verrez, là, on ne peut pas le voir de manière nette avec la caméra, mais voilà. Emmanuel, je crois que vous avez des surprises pour nos auditeurs à nous proposer, à nous indiquer, qu'on va faire partager. Oui, je suis très heureuse d'offrir aux éditeurs deux exemplaires dédicacés de chaque, donc deux exemplaires de la Grenade, deux exemplaires des Francs-Tireuses. D'autant que pour les Francs-Tireuses, j'ai fait faire un ex-libris, donc un tampon spécifique pour les Francs-Tireuses. Donc c'est une dédicace, voilà, qui est un peu particulière, et donc voilà, sous forme Ah, d'un concours peut-être. oui, ben, merci beaucoup, Emmanuel. On va le faire sous forme d'un concours, certainement sur Instagram, où les gens pourront commenter le livre qu'ils désireraient gagner et on mettra un petit point en plus sur le partage qu'ils feront en story, des choses comme ça, Ok. pour qu'on puisse mettre en avant ces deux belles œuvres. Euh, je voulais vous remercier, Emmanuel, d'avoir accepté notre invitation. Me permettais d'indiquer aussi aux auditeurs que vous êtes invité là, mais vous êtes aussi
investi au sein de Brainway, puisque vous avez accepté mon invitation de parcourir avec nous, de travailler avec nous sur un projet de festival, premier festival en 2026 sur l'épilepsie et l'art qu'on essaie de construire et qu'on devrait construire assez rapidement. Je vous laisse le mot de la fin, Emmanuel. Oui, mais c'est moi qui vous remercie parce que pendant très longtemps, je me suis vraiment tenue à l'écart de tout ce qui pouvait regrouper parents et patients, aussi bien autour de l'épilepsie qu'après du deuil. Et qu'en fait, à travers enfin voilà, je reprends les ondes positives parce qu'il y a vraiment ce côté très positif qui, moi, me porte. Et à Et- travers l'art, en fait, ça me permet de me réconcilier en quelque sorte aussi avec le sujet Exactement. et de trouver une manière de pouvoir être active et peut-être engagée même un tout petit peu, mais avec une façon de faire qui est moins dans la souffrance pour moi. Parce que ça passe par l'art et que donc du coup c'est transformé par l'art et c'est transcendé par l'art. Et c'est ça qui m'a touchée infiniment, voilà, dans la démarche que je trouve en plus complètement audacieuse. Oui, et Donc, puis oui, c'est la base de Brainway, c'est-à-dire de dire avec l'art, on peut faire passer des choses et faire avancer dans la vie les gens qui sont dans des difficultés, dans des souffrances, et c'était l'idée, et de pouvoir faire exprimer aussi des personnes qui souffrent d'épilepsie pour démontrer qu'on peut, même malgré les souffrances de cette maladie, liées à cette maladie, du moins, on peut s'exprimer, on peut exister dans l'art, et on se rend compte que plus on avance, nous, dans le projet, plus on a beaucoup d'artistes qui viennent vers nous, et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et je pense qu'on a un chemin qu'on est en train d'apporter à pas mal de gens. ouais, bah c'est un magnifique projet. Merci, Emmanuel. On Merci. vous retrouve bientôt sur les ondes positives de Brainway. Merci pour vous. Merci.